Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews tous les jours jusqu'à 10h30. Emmanuel Macron est à cet instant en route pour la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République a pris la mesure de la gravité de la situation. Il pense que le dialogue rétablira le calme. Il a bien évidemment raison. Mais j'observe qu'en tout sujet, les années Macron privilégient la réaction à l'anticipation. Les gouvernements successifs, depuis 2017, ne voient jamais rien venir. Ni la crise des Gilets jaunes, ni la montée de la drogue, ni le séparatisme ou le communautarisme, ni les difficultés de l'école. Il a fallu que 2 agents de la pénitentiaire meurent pour qu'enfin Éric Dupond-Moretti entende les revendications de ses fonctionnaires qui réclamaient un minimum de sécurité. La Nouvelle-Calédonie est un nouvel exemple d'un gouvernement qui frise l'incompétence. Au moment où l'Assemblée nationale change les lois qui régissent ce territoire à 20 000 km de Paris, personne n'a imaginé sécuriser le territoire en amont. Entre aveuglement, idéologie ou amateurisme, on a l'impression à chaque fois d'un gouvernement qui réagit sous la pression des événements. Si gouverner, c'est prévoir, les années Macron laissent une impression de mener une barque à la godille, sans cap, sans vision, sans cohérence, un coup à droite, un coup à gauche. Emmanuel Macron sera à Nouméa dans quelques minutes. Il tentera d'éteindre un feu qu'il a allumé. C'est un grand classique depuis 2017. Avec notre ami que vous voyez tous les jours, Nelly Denac, qui est, je le rappelle, né en Nouvelle-Calédonie et qui connaît bien la situation. Éric Nolot, Georges Fenech, Dominique Jamais, Gauthier Lebray, qui est là, et je remercie grandement. Marine Le Pen nous appelle comme ça, oui. Monsieur Lebray. Et c'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Oui, mais oui, non, mais c'est intéressant de, voilà, elle n'est pas. Elle pense que vous traduisez mal la situation politique du Rassemblement national. Alors vous êtes comique parce qu'elle pense exactement la même chose de vous. Je sais. Donc nous sommes dans le même bateau, Charlie. Je sais, mais en général, tous les hommes politiques n'apprécient pas toujours. Mais notre métier n'est pas de nous faire apprécier d'eux, mais de les décrypter. Et exactement, monsieur Lebray. Et donc on prend notre ratio quand il faut prendre notre ration. Exactement, monsieur. De pain noir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lebray. Je vous en prie. Nous vous donnerons la parole tout à l'heure. Et puis notre ami Michel Chevalet, qui est une icône de la télévision française et du journalisme scientifique. Dinosaure, une icône. Bon. Comment? Non, j'allais dire dinosaure, non. Non, non, les dinosaures ont disparu. Vous êtes toujours là, pardonnez-moi. Bon, on va voir. Je voulais qu'on parle de cet avion. Oui. Parce que ça frappe l'imagination. Bien sûr. Bien sûr. Et les gens ont la peur très souvent de l'avion. Donc, on va voir d'abord le sujet de Marie-Victoire Dieudonné. Et ce qui m'intéresse, moi, toujours, c'est est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que on a fait monter cet avion en sachant qu'il y aurait ces turbulences ? Donc, voyons le sujet et on en parle ensemble. Des heures après le drame, les passagers du vol retrouvent enfin leurs proches à Singapour. Les turbulences ont causé un mort des suites d'une crise cardiaque et plus de 70 blessés, dont 6 grièvement. Les passagers sont sous le choc. Je pense que tout s'est passé en moins de 10 secondes. C'était vraiment rapide. Si je me souviens bien de ce qui s'est passé, j'étais dans mon fauteuil et je pense que je me reposais à ce moment-là, mais j'étais attaché à ma ceinture et j'ai commencé à sentir que l'avion entrait dans une sorte de turbulence. J'ai vu des gens de l'autre côté de l'allée se mettre complètement à l'horizontale, heurter le plafond et retomber dans des positions très inconfortables. Des gens qui se faisaient d'énormes entailles à la tête, des commotions cérébrales. En moins de 3 minutes, l'avion va perdre près de 2000 mètres d'altitude. Les dégâts sont considérables, avec de nombreuses blessures à la tête. Alors sur le tarmac de l'aéroport, ambulances et tentes sont installées pour soigner les blessés. Le président de la compagnie réagit. Les 79 passagers restants et 6 membres d'équipage sont toujours à Bangkok. Il s'agit des blessés qui reçoivent un traitement médical ainsi que de leurs familles et de leurs proches qui étaient à bord du vol. Singapore Airlines continuera à leur apporter tout le soutien possible. Nous coopérerons pleinement avec les autorités compétentes dans le cadre de cette enquête. L'incident n'est pas lié au modèle de l'avion, un Boeing, mais à la recrudescence de turbulences imprévisibles aggravées par la crise climatique. Bon, est-ce que des turbulences sont prévues 1 heure, 2 heures ou 3 heures avant ? Alors, réponse. Alors, ce qui s'est passé, il faut faire très attention, c'est en 2 temps. Le premier temps, je parle pour l'avion, ça a été des turbulences, c'est-à-dire vous avez des vibrations, on a tous connu ça, c'est ce qu'on appelle des trous d'air. Bon, il n'y a jamais de trous d'air, la nature hors du vide. Et le deuxième temps,
la chute de l'avion, que l'on dit qui est tombé de 2000 mètres, mais c'est l'équipage qui lui-même est descendu à appliquer la procédure pour quitter la zone de turbulence. Vous voyez, il y a eu le temps. Il y a eu la turbulence, c'est-à-dire l'avion a vibré, et il y en a une, sans doute il a dû se déplacer de près d'1 mètre, c'est tout. Et là, c'est là où tout a flotté dans l'avion, et comme les gens n'étaient pas attachés, la plupart des gens, et que les PNC étaient debout, c'était le service du petit déjeuner. Et donc là, je vous parlais maintenant de la prévision. Voilà l'explication. Hein, il y a eu 2 temps. Alors, est-ce que c'était prévu? Oui, au départ, sur ce type de vol, il y a un briefing météo, et comme on va couper le front intertropical, la zone de convergence entre le nord et le sud, où là il y a des nuages d'orage, l'équipage savait qu'il allait se trouver dans une zone agitée, parce que orageuse. Et qu'au départ, semble-t-il, le commandant de bord, quand il est monté à bord, il leur a dit attention, nous allons connaître, comme on dit, des zones de turbulence. Et ça s'est arrêté là. Le vol s'est parfaitement déroulé, 11 300 mètres, et là, à un moment, et là, il y a un doute, il y a un moment, donc, on est entré dans une période comme nous, en avion, c'est-à-dire... Et pourquoi on sert le petit déjeuner à ce moment-là? Comment? Pourquoi on sert le petit déjeuner? Alors maintenant, vous arrivez au véritable problème. Parce que si Quel était le comportement? Oui. Quel était le comportement de l'équipage? Comment était-il été informé? Oui, il y a eu le briefing météo. Oui, il le savait. Oui, avec le radar de bord, il voyait qu'il y avait des cumulonimbus. La consigne, on ne rentre jamais dans un nuage d'orage. Ah oui? Jamais. On ne sait pas s'il y est rentré. On n'a pas encore tous les éléments. Donc on ne sait pas quoi. Alors, attendez. Faites attention. Si le commandant de bord n'a pas dit à l'équipage, attention, fin de service, arrêtez le service. Vous avez connu ça en avion. Parce qu'on sait qu'il va y avoir de fortes turbulences. Arrêtez le service, attachez-vous. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une période qu'on appelle de turbulence sévère. Là, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un problème de traitement par le commandant de bord, la décision de prendre des mesures. Les questions elles sont toutes simples. Est-ce que c'est évitable? Est-ce que, par exemple, un quart d'heure avant, on sait qu'il va rentrer dans cette turbulence? Est-ce qu'il peut dérouter son avion? Alors, sur le front réponse. Ou est-ce que tu es surpris? C'est ça aussi ma question. Est-ce que tu peux être surpris? Il peut être surpris. Tout dépend du type de turbulence. Visiblement, c'est ce qui s'est passé, sans doute. Parce que s'il y avait petit déjeuner, c'est qu'il a été surpris. Pascal, voilà. Était-il en présence, à ce moment-là, d'une turbulence qu'on appelle le ciel clair? C'est-à-dire, il n'y a pas de nuages. Donc le radar de bord ne le dit pas. Sauf que les pilotes causent entre eux, toujours, et aux autres avions. Ils ont la même fréquence. Et il dit, est-ce que tu as des turbulences sur ce cap-là? Est-ce que des turbulences? Donc ils le savent, et il y a le contrôle aérien également qui les prévient. Donc, ont-ils été surpris par la violence de la turbulence? Bon. L'enquête, en tout cas, merci. Moi, j'aime bien, de toute façon, lorsque vous décryptez et que vous nous expliquez ce qui s'est passé. Et c'est vrai que, Marine Lançon est en régie, mais elle n'a pas assisté à cette séquence parce que Marine part pour les États-Unis dans quelques heures et elle est phobique de l'avion. Donc, lui proposer la veille de son départ un sujet comme celui-là. Alors que depuis 8 jours, elle est déjà dans une grande angoisse, parce qu'il y a des gens qui sont très angoissés par l'avion. Je ne sais pas si vous l'êtes ou pas, et puis il y en a qui ne le sont pas. Des événements comme ceux-là, sur 10 000 avions qui volent tous les jours, par année, on en trouve 4-5, pas plus. Je suis d'accord avec vous, mais quand ils donnent à eux la bonne... Bon, et c'est très drôle, parce que tu sens qu'ils se... Il y a une expression en sport, ils se tirent la bourre, on dit ça de temps en temps. Donc tu sens ça déjà, et c'est assez drôle, et cette archive est étonnante. Donc on est en 85 et François Mitterrand les surprend en leur disant oui, je pars demain. Écoutez. Est-ce que vous iriez jusqu'à aller en Nouvelle-Calédonie? Vous êtes allé au Liban? Mais oui, madame, j'irai en Nouvelle-Calédonie. Peut-on savoir quand? Demain. Vous partez demain? Demain jeudi. Demain jeudi. Demain jeudi. Donc quand il pose une question, l'autre lui dit vous partez au Liban, vous partez demain jeudi. Ça prouve que c'était pas préparé. Non, mais ils sont vraiment pris de court là. On peut la revoir. Moi je la trouve formidable en fait. Il y a vraiment un parallèle à faire avec Emmanuel Macron parce que là non plus c'était pas préparé très en amont. Oui, même si l'Élysée dira le contraire. Je remercie vraiment Michel. Virginie Giraud va vous remplacer à l'instant, qui est historienne et qui vient régulièrement nous voir. Revoyons juste pour le plaisir cette petite séquence qui fait ma joie. Est-ce que vous iriez jusqu'à aller en Nouvelle-Calédonie? Vous êtes allé au Liban?
Mais oui, madame, j'irai en Nouvelle-Calédonie. Peut-on savoir quand? Demain. Vous partez demain? Demain. Demain jeudi. Demain jeudi. Voilà, donc il y a Paul Amar, bien sûr, mais c'est la voix d'Albert Duroy que j'ai reconnue et qui dit vous partez demain. Donc, il n'avait pas fait de grandes annonces sur place, François Mitterrand, mais le simple fait d'être là, de pouvoir échanger avec tous les acteurs, ça avait un peu calmé les choses. Donc c'est l'ambition évidemment d'Emmanuel Macron. Virginie Giraud, on aura besoin de vous peut-être. Oui, avec grand plaisir. De votre éclairage sur la Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai l'impression, je le dis depuis 8 jours, que les gens ils ont lu la première ligne de Wikipédia. Exactement. Voilà, la Nouvelle-Calédonie est française depuis 1853, et puis ils se sont arrêtés là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah bien sûr, mais bon, aller dire à des gens que c'est plus compliqué, c'est toujours plus compliqué justement de leur faire un panorama un peu général pour essayer de comprendre les choses. Alors ça m'intéresse grandement. Mais écoutons d'abord Régine Delfour, sur place, qui nous raconte ce qui se passe. Nous sommes ici dans un entrepôt qui a alimenté les grandes surfaces de l'île et les images parlent d'elles-mêmes. Regardez ce qu'il reste de ces marchandises. Tout a été pillé. Il y a encore des gens ici qui cherchent de la nourriture puisque les magasins ne sont pas ouverts et il reste peu de choses pour pouvoir s'alimenter. C'est très compliqué pour la population. Et vous voyez un peu ce spectacle. Il faut savoir que dans cette zone industrielle du Causse, il y a plusieurs centaines d'entreprises. On a pu voir l'ampleur des dégâts. La plupart sont incendiées, brûlées, totalement détruites. À côté, il y a même du kérosène qui n'est pas protégé et à tout moment, cela peut s'inflammer. Philippe Desnoyers, qui est député de la Nouvelle-Calédonie, s'est exprimé ces dernières minutes. Je vous propose de l'écouter. Je ne peux pas me résoudre à ça et je vous confirme malheureusement que depuis 10 jours, la Calédonie et notamment l'agglomération traverse une situation désastreuse. D'abord au plan humain, parce qu'il y a quand même 180 000 personnes qui sont prises en otage. Il faut aussi dire que les difficultés d'alimentation et les difficultés de soins sont chroniques, avec certaines personnes qui en sont même mortes. On n'a aucune liberté de circulation, les écoles sont fermées. Donc oui, il y a 10 000 émeutiers qui seront encore positionnés dans l'agglomération, même si les forces de l'ordre font un travail très compliqué. Donc on pourrait se dire, ça y est, il n'y a pas d'issue, mais je ne peux pas me résoudre à ça. Et c'est même le contraire. Je pense qu'au contraire, il y a une solution qui est d'ailleurs inspirée du triptyque qui correspond à l'histoire institutionnelle calédonienne, où par le dialogue, on doit parvenir à un consensus pour maintenir ou rétablir, en ce qui nous concerne, la paix. Virginie Giraud, que vous connaissez, que vous écoutez sur Europe 1 au cœur de l'histoire, de 15h à 16h le samedi. Virginie Giraud, il y a une grille décoloniale qui est parfois appliquée sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie et l'Algérie, même combat, si j'ose dire. Les Pieds Noirs, les Caldoches, même combat, si j'ose dire. La France et l'Algérie, la même chose. Il faut que la France, c'est une colonie, il faut que la France s'en aille. C'est une grille de lecture. Qu'en pensez-vous? Elle n'est pas tout à fait juste. Il y a des similitudes, mais c'est pas exactement ça. Il faut comprendre que la Nouvelle-Calédonie est connue depuis le XVIIIe siècle, avec d'abord des missionnaires anglais et français qui s'installent, puis elle devient française effectivement à partir de Napoléon III en 1853. Avant l'arrivée des Occidentaux, évidemment, il y a une culture kanak. Ça fait 3000 ans que les Kanaks sont installés là, et ils sont, et il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis ça, ils sont à la préhistoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'écriture. Et quand on n'a pas l'écriture, on est dans la préhistoire. C'est aussi simple que ça. L'écriture en 1850 ? Et non, il n'y a pas d'écriture. Ils vivent comme des agriculteurs. Ils travaillent avec plutôt des outils en pierre. Il n'y a pas la maîtrise du fer. Enfin, c'est une civilisation qui semble, aux yeux des Occidentaux de l'époque, vraiment très rudimentaire. Donc, on s'installe par la force, c'est vrai. On favorise le fait que diverses tribus kanaks ne s'entendent pas entre elles pour profiter de ces dissensions et prendre possession du territoire. Et ensuite, plus tard, au début du XXe siècle, fin 19e, on va créer le statut de l'indigénat, comme en Algérie, qui a réellement existé. Donc on est dans un esprit de colonie. Et après la Seconde Guerre mondiale, petit à petit, on va gommer ce statut d'indigénat pour faire des anciens colonisés, des citoyens à part entière, ce qui fait qu'ils deviennent français. Et à partir de là, effectivement, ils sont des citoyens comme tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les cicatrices du passé qui sont toujours vives, et c'est ça qu'il faut guérir aujourd'hui. Mais la Nouvelle-Calédonie et l'Algérie, ce n'est pas la même chose. Bon, sur les Kanaks, Nelly Denac, que vous connaissez, est-ce que
il y a des Kanaks médecins, est-ce qu'il y a des Kanaks chefs d'entreprise, est-ce qu'il y a des Kanaks qui ont créé une bourgeoisie intermédiaire, si j'ose dire, ou est-ce qu'au contraire, la Nouvelle-Calédonie est scindée en deux, avec d'un côté les Blancs qui ont les postes de la bourgeoisie et les Kanaks qui ont des postes subalternes. Vous avez tous vu les statistiques sur le seuil de pauvreté qui touche beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de Kanaks qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça c'est un fait. Quant à l'entrepreneuriat, aux professions libérales que vous évoquez, effectivement, ils sont moins présents que le reste de la population. Ça tient à plusieurs choses. Ça tient à ce que vous décriviez sur ces traditions ancestrales où, pour bien comprendre la culture kanak, il faut comprendre que c'est ce qui explique le déficit d'écriture à cette époque-là, c'est que c'est une tradition orale qui prédominait pendant des siècles et des siècles. Il y a des croyances très fortes aussi ancestrales qui sont liées à la nature, à la vénération de la nature, le sentiment d'être... En fait, les Kanaks, c'était un peu des écologistes avant l'heure. C'est-à-dire que le rattachement à la terre, et y compris aujourd'hui, dans les temps modernes, on vit encore en tribu. C'est tout à fait les jeunes commun. Aussi. Les jeunes Parce aussi. Parce que moi, on me dit... Un peu moins maintenant. On me dit que c'est aussi un des problèmes. Voilà. Oui. On me dit, parce que j'ai parlé avec quelques néo-calédoniens ces dernières heures, que le problème précisément vient des jeunes. Parce qu'ils sont en rupture avec cette culture-là. Ils ne veulent plus faire ce que leurs parents faisaient. Et ils sont aujourd'hui dans les villes. Et ils n'ont rien à faire dans les villes. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils n'ont rien à faire dans les villes parce qu'ils sont peu ou mal formés et qu'ils se retrouvent avec un seuil de pauvreté. Et ils ne veulent plus de cette culture ancienne, pour faire court, d'être dans les champs. Voilà, ils n'ont plus envie de cette vie-là. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Mais je précise quand même, Virginie me contredira peut-être, mais que les accords de Matignon prévoyaient la formation de cadres mélanésiens. Bah oui. Pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité, bien sûr. y compris dans le haut fonctionnariat. Bah bien sûr, tu as besoin de créer cette bourgeoisie intermédiaire. Qui a perduré et ça n'a pas été suivi des faits. Ça n'a pas été suivi des faits. Donc voilà, il y a peut-être là un échec sur lequel il va falloir travailler. Écoutons quelques habitants qui ont été interrogés par les équipes de CNews et puis je vais vous donner la parole aux uns et aux autres sur ce sujet. C'est une immense surprise parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ce que le président se déplace. Évidemment, on apprécie cet effort qu'il va conduire parce que c'est un geste fort de venir nous voir dans une période cruciale. J'espère que sa venue contribuera en premier lieu à rétablir l'ordre et puis j'espère que le président va constater de visu ce que nous vivons. J'espère qu'il va prendre la mesure exacte des exactions qui ont été commises, des violences qui ont été proférées contre les Calédoniens. J'espère qu'il va le voir et qu'il s'en rendra compte. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils viennent directement plutôt que d'essayer de faire des visioconférences à distance, du coup. Donc oui, je trouve ça plutôt bien, en espérant que ce soit pour... il y a quand même un message de fermeté de sa part. Bon, tour de table, analyse des uns et des autres, Éric Nolot. Mais quelle est la principale leçon de cette affaire néo-calédonienne? C'est que le pouvoir est devenu incapable de garantir la légalité républicaine. Dans cette affaire, comme dans d'autres, il y a des gens dans la rue, d'un côté des activistes politiques, de l'autre des voyous de droit commun qui essayent de défaire dans la rue ce qui a été fait dans les urnes. On l'a vu dans d'autres circonstances. Et ça marche. Moi, je trouve que cette visite du président de la République, évidemment, si ça contribue à ramener l'ordre, tant mieux, mais c'est une preuve de faiblesse. Cette histoire de commission, c'est une preuve de faiblesse et qu'on ne s'y trompe pas. J'ai entendu l'interview d'un indépendantiste tout à l'heure qui a dit « Excellente cette visite, on va pouvoir discuter de l'affaire sur le fond. » Non pas sur la forme, mais sur le fond. Le fond, excusez-moi, il y a 3 référendums qui ont tranché le fond. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est et restera française. C'est pas comme ça que les indépendantistes reçoivent la visite du président de la République. Ils la reçoivent comme une chance de revenir et de retourner à leur profit les 3 référendums qu'ils ont perdus. Je trouve que c'est catastrophique et que c'est encore une fois les effets d'un affaiblissement continu du pouvoir. C'est la discussion qu'on a eue hier avec Georges Fenech. Dominique Jamais. Dominique Jamais après Georges. Cet avis d'ailleurs. Comment? Je ne partage pas l'avis d'Éric Nolot. C'est la discussion qu'on a eue. Dominique Jamais, votre analyse et votre avis? Eh bien, on se trouve devant un cas à peu près unique dans l'histoire de la colonisation et de la décolonisation française. C'est-à-dire que contrairement
à tout ce qui a été notre empire, il se trouve, on le constate ces jours-ci, que la population autochtone, la population d'origine, la population de souche, appelez ça comme vous voulez, est devenue minoritaire sur son île. Et la population non kanak est majoritaire. Il est donc normal, me semble-t-il, dans un pays démocratique, dans une situation normale, d'en tirer les conséquences et de donner le droit de vote à cette partie de la population nouvellement venue qui a été privée du droit de vote, bizarrement, depuis maintenant 26 ans. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, pour en venir à l'actualité tout à fait récente, le président de la République est enfin dans son rôle, totalement dans son rôle, en venant sur place lorsqu'il y a une crise de cette gravité, de cette nature, pour essayer d'apaiser les choses et les gens. Et c'est ce qu'il est parti faire pour réparer la faute qu'il a lui-même commise en déchaînant tout d'un coup la violence et la fureur et la division sur un territoire qui était resté en gros calme et apaisé depuis maintenant 26 ans, depuis maintenant 36 ans, pardon, depuis la solution donnée par Rocard. Et ce qui est très bizarre... C'est très paradoxal ce que vous dites, parce que vous dites que c'est bien de donner le droit de vote à des gens qui sont sur le territoire, c'est ce qu'a fait le président de la République, et vous dites qu'il a allumé le feu. Donc... Eh bien sûr, c'est parce que, si vous me permettez d'expliquer ce que je viens de dire, et que vous semblez ne pas comprendre, ça n'était pas... que vous faites semblant de ne pas comprendre, que vous avez parfaitement compris, mais que vous feignez de ne pas comprendre, ça n'était pas urgent. Ça pouvait attendre. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à front complètement renversé... Ça se serait déclenché au moment où on aurait fait ça. Donc, ce qui est très curieux, c'est qu'à front complètement renversé, Marine Le Pen, qui se gouvernementalise à grande vitesse, dit mais on pouvait attendre, on pouvait remettre ça à 40 ans. En d'autres termes, il n'y avait pas lieu... 40 ans, c'est le référendum, c'est pas le dégel. Le quatrième. C'est la même chose. Pas tout à fait. Je donnerai la parole à Georges Fenech après la pause. Il est 9h23. Je donnerai la parole à Georges Fenech et je connais sa position puisqu'on l'a développée hier. Et effectivement, c'est toujours pareil. C'est ou la position forme de dureté, ou vous qui cédez tout. Républicaine. Voilà. Position républicaine. Mais non, mais vous cédez surtout. Donc je vous connais maintenant. En revanche, Thomas Hill, lui, il ne cède pas. Et il ne cède pas surtout à la facilité. Voilà. Il est là. Comment ? Il est Samson et Dalila, comme vous le savez. Bon. Bonjour Pascal. Si vous voulez, vous boutonnez votre chemise et vous allez pouvoir... J'ai un bowling après, Pascal, excusez-moi. Bon, tout va bien. Merci, cher Thomas Hill. À tout à l'heure. 9h30, 11h. Europe 1.